Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur le thème Parler de sexualité avec les adolescents. Donc, cette rencontre est organisée par les éditions Magenta avec notre autrice Suzanne Joly. Bonjour Suzanne. Bonjour. Qui a écrit le livre L'amour, la sexualité, on s'en parle, donc qui est publié aux éditions Magenta. Je suis Herminie Baudry, chargée de communication chez les éditions Magenta, et je suis en compagnie de Mathilde Chabert, notre éditrice. Bonjour. Donc, j'accueille encore quelques participants avant de vous présenter un peu le contenu de notre rencontre. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Je veux bien avoir une petite confirmation dans le chat pour être sûr que vous nous suivez bien. Alors, oui, parfait. Merci Valentine. Merci Alison. Donc, tout est bon. Donc, bienvenue à tous. Donc, la rencontre va durer 1 heure. Pour vous faire un petit descriptif du déroulé, Mathilde va commencer par vous présenter notre collection Sans tabou, dont fait partie le livre de Suzanne. Puis, nous entrerons dans le vif du sujet. Suzanne nous parlera du contenu de son livre, bien sûr, mais aussi de son expérience auprès des jeunes adolescents. Si vous avez des questions, des remarques, même des témoignages à partager, n'hésitez pas à nous écrire tout ça dans le chat. On prendra le temps de les lire à tout le monde et d'y répondre si vous avez des questions. Donc voilà, Mathilde, je te laisse la parole. Alors, moi, je vais commencer par vous présenter un petit peu la collection. Donc, Sans tabou, c'est une collection de livres pratiques illustrés pour les adolescents de 11 à 15 ans, donc les collégiens, sur des sujets qui les préoccupent. Donc, ça peut être le stress, la confiance en soi, l'alimentation, l'amitié. J'en profite pour vous montrer quelques couvertures des livres. Donc, celui dont on va parler ce soir. Je suis désolée, je crois que les titres s'affichent à l'envers. Donc, ça, c'est Avoir confiance en moi et le livre sur l'alimentation. Donc quand on a eu l'idée de créer cette collection, on a commencé par regarder un petit peu s'il y avait déjà des livres, documentaires pour cette tranche d'âge. En fait, on en a trouvé très peu en librairie. En fait, il existe beaucoup de livres pratiques pour les enfants et pour les adultes, mais en fait, pour les ados, il n'y a pas grand-chose, de proposé. Alors que, si on leur propose des livres qui sont adaptés à leur centre d'intérêt, on remarque qu'ils les lisent très volontiers. On est allé dans un collège pour interroger des élèves de la 6e à la 3e et pour leur demander un petit peu quels étaient les sujets qui les intéressaient le plus. On a aussi fait circuler des questionnaires justement dans les classes pour interroger davantage d'ados. Et on leur a montré la maquette des livres et les illustrations qui leur ont vraiment beaucoup plu. On a une illustratrice pour cette collection qui s'appelle Clémentine Latron et qui a beaucoup d'humour, ce qui est en général très apprécié aussi bien par les ados que par les parents. Voilà, dans les livres, il y a aussi des tests, des jeux pour apprendre à bien se connaître. Le livre dont on va parler ce soir, donc L'amour, la sexualité, on s'en parle de Suzanne Joly. C'est le 3e livre qui est paru dans cette collection. On voulait absolument traiter ce sujet de l'amour et de la sexualité parce qu'on s'est aperçu que la sexualité, c'était vraiment le sujet tabou par excellence pour les ados, mais à vrai dire aussi pour les adultes. Il y a énormément d'ados, voilà, qui y pensent, qui n'osent pas poser les questions à leurs proches. D'ailleurs, vous verrez que dans les livres de la collection, il y a des témoignages, et que du coup, sur la plupart des autres thèmes, donc l'amitié, la confiance en soi, on n'a vraiment pas eu de mal à obtenir des témoignages, hein. Les ados se bousculaient pour répondre aux questions. Et par contre, sur la sexualité, c'était un peu plus compliqué. Ils étaient moins bavards. Je pense que c'est voilà, le regard des autres qui les intimidait un petit peu. Mais on a remarqué par contre que si on leur faisait passer des questionnaires anonymes ou si on leur disait, voilà, vous pouvez écrire sur un morceau de papier les questions que vous vous posez sans mettre votre prénom, là, on avait beaucoup plus de réponses et que c'était vraiment un sujet sur lequel ils avaient beaucoup de questionnements et de remarques. Alors voilà, certes, en 2023, ils ont accès à des informations sur Internet, mais elles sont loin d'être toutes fiables, bien au contraire. Donc le problème, c'est pas qu'ils n'ont pas d'informations, c'est plutôt qu'ils en ont beaucoup trop et que c'est difficile quand on a 12 ou 13 ans de faire le tri, de savoir quelles informations sont fiables ou pas. C'est pour ça que dans le livre, Suzanne a proposé des vrais ou faux, des explications sur certaines idées reçues qui parfois sont assez loufoques même, mais qui peuvent être considérées comme des vérités pour les ados qui n'ont pas forcément d'infos fiables pour démentir tout ça. On peut montrer les idées reçues aussi.
Voilà. Les chiffres sont d'ailleurs assez parlants, hein. Il y a 60% des mineurs qui ont déjà vu des contenus pornographiques à l'âge de 10 ans. Donc, disons, c'est quand même très, très jeune, avant même le collège, en fait. Et on a 10% des ados qui déclarent regarder du porno régulièrement. Donc, c'est quand même assez inquiétant. Quand on sait en plus qu'un ado, voilà, n'a pas forcément le recul nécessaire pour se dire que ce qu'on voit dans ce genre de film, ce n'est pas la réalité. Mais bon, c'est aussi notre responsabilité en tant qu'adultes de leur expliquer tout ça. Malgré ça, l'éducation sexuelle est encore peu enseignée dans les collèges. Je crois que c'est pourtant obligatoire, il me semble. C'est ça. Mais ça reste encore très axé sur la contraception, sur les maladies sexuellement transmissibles. Donc autant dire que ça donne pas très envie, hein. C'est pas une image très, très positive, de la sexualité. On parle que des risques, de l'aspect un peu, dangereux ou négatif. Pour vous donner un exemple, quand je donnais des cours de soutien scolaire, j'ai une de mes élèves qui était au lycée à ce moment-là. Elle devait apprendre un cours justement sur les maladies sexuellement transmissibles et son cours, consistait en un tableau avec, les MST et tous les symptômes, qu'on peut avoir quand on contracte une de ces maladies. Donc, voilà, vraiment ça faisait peur, hein, d'apprendre tout ça par cœur. En plus, l'accent n'était pas spécialement mis sur, comment on peut se protéger de ces MST. Donc ça peut donner une image quand même assez anxiogène de la sexualité si on a que ces infos-là, en fait. Même si bien sûr, c'est mieux que pas d'informations du tout. Donc c'est un enseignement qui reste quand même assez scientifique, assez factuel. On parle très rarement d'identité, de sentiments, d'amour. Et je trouve que voilà, Suzanne, tu as vraiment très bien réussi à nuancer cette vision un peu négative, de la sexualité. Voilà, donc pour les parents, les grands-parents, les proches, dites-vous que si votre ado ne se pose pas encore de questions sur la sexualité, c'est très probable qu'il se pose déjà des questions sur le corps, sur la puberté, sur l'identité de genre ou encore sur l'orientation sexuelle. Vous trouverez aussi dans ce livre des informations pratiques, donc par exemple, où est-ce qu'on peut se procurer les différents moyens de contraception, les protections périodiques, comment ça fonctionne et combien ça coûte. Et il faut savoir aussi que Suzanne a dû actualiser au fur et à mesure de l'écriture, les informations du livre parce que les mesures sur la contraception évoluaient, dans la loi, en fait. Par exemple, depuis le 1er janvier, je ne sais pas si tout le monde était au courant, mais la contraception d'urgence est gratuite, ce qui n'était pas le cas avant du tout. Ou alors il y avait des limites d'âge du style, seulement pour les mineurs, seulement jusqu'à 26 ans. Là, c'est pour tout le monde, gratuit et sans ordonnance, il me semble. Voilà. Suzanne nous a paru la personne idéale pour écrire ce livre, non seulement parce qu'elle connaît très bien le sujet, mais en plus parce qu'elle est en contact au quotidien avec des adolescents, dans sa pratique professionnelle. Donc elle est très au courant de toutes les questions que les ados, vont se poser sur ce sujet. Elle a su choisir le bon ton et les mots adaptés pour, parler de sujets importants. Donc on parle d'amour et de sexualité, mais, dans le livre, il est aussi question de consentement, d'identité, des stéréotypes de genre, de l'orientation sexuelle. Par exemple, un sujet comme le consentement, ça peut paraître simple, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe qu'il y paraît. Donc Suzanne, tu donnes des exemples concrets, comment savoir si c'est oui ou non. Voilà, donc la petite illustration de Clémentine qu'on aimait bien, avec un peu d'humour sur ce sujet. Suzanne, tu rappelles aussi l'importance de la communication, dans le domaine de la sexualité, apprendre à exprimer ses envies, à respecter celles des autres. C'est quand même pas toujours facile de mettre en mots, ce qu'on ressent dans ce domaine-là. Voilà, pour conclure, on sait aussi que les parents, les grands-parents et les professeurs se posent aussi plein de questions sur la manière d'aborder les questions de sexualité et d'amour avec les ados. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu vous proposer ce soir, ce webinaire et cet échange avec, Suzanne. Je vais laisser la parole à Suzanne. Alors, donc je reprends la main. Donc bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Donc comme je le précisais au début à tout le monde, vous pouvez poser vos questions, nous faire part de remarques, de témoignages dans le chat. On vous lira et en fin de webinaire, on essaiera de répondre à toutes les questions. Donc n'hésitez surtout pas à réagir. Et donc merci beaucoup Mathilde pour cette présentation de la collection Sans Tabou. Et pour commencer, donc Suzanne, est-ce que tu pourrais déjà te présenter, voilà, pour savoir un petit peu ce que tu fais, ton parcours? Bien sûr. Je m'appelle Suzanne Joly, j'habite à Rennes et du coup je suis formatrice sur le thème de l'égalité et de l'éducation à la sexualité. Donc concrètement, ça veut dire que j'interviens auprès des enfants, des ados, des parents ou des professionnels de l'éducation sur ces sujets-là. Donc ça peut être aussi bien en milieu scolaire, mais aussi en dehors, milieu extrascolaire, périscolaire, les médiathèques, etc.
Donc, c'est assez large. Et puis, en parallèle, j'ai aussi une double casquette où je co-réalise du coup un podcast d'histoire pour enfants qui s'appelle Envolée comptée. Voilà. Merci Suzanne. Et donc, on va parler du livre. Donc, l'amour, la sexualité, on s'en parle. Qu'est-ce qu'on y trouve dedans? Qu'est-ce qui peut apporter justement aux jeunes adolescents? Ce qu'on trouve, c'est un peu tous les sujets que brasse l'éducation à la sexualité et notamment les sujets qui vont les intéresser à cet âge-là. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a déjà toute la partie sur la connaissance de son corps, donc revoir vraiment les différentes parties de la vulve, du pénis, des organes internes également, et puis tout l'aspect reproduction, règles, etc. Et puis après, il y a toute l'approche plus relationnelle, donc l'amour, l'amitié, l'orientation affective et sexuelle, le consentement, les questions de contraception, d'IST aussi, la prévention des violences, la pornographie, etc. Donc le but, c'était vraiment d'essayer de balayer large pour répondre à toutes les questions que peuvent avoir les ados aujourd'hui. Merci. Et justement, en fait, répondre aux questions des ados, leur parler de sexualité, à partir de quel âge est-ce qu'on peut commencer à parler de sexualité aux enfants? Parce que justement, donc, Mathilde rappelait tout à l'heure, enfin, on le sait, ils sont exposés très jeunes à la pornographie. Et même si c'est un peu dur à admettre pour les parents ou à imaginer, on sait bien que certains commencent leur vie sexuelle assez tôt. Donc voilà, à partir de quel âge on peut commencer à leur en parler? En fait, derrière le mot sexualité, souvent, on a notre vision projetée d'adulte. Et du coup, on n'associe pas forcément ce terme-là à l'enfance. Mais il faut déjà comprendre que l'éducation à la sexualité, c'est vraiment quelque chose de très global qui du coup, intègre à la fois la question de rapport au corps, de connaissance de soi, de ses émotions, de ses ressentis, etc. À la fois les notions de consentement, de relation à l'autre, de respect. En fait, c'est aussi plein de compétences psychosociales, etc. Et du coup, dans l'enfance, on va commencer par là, évidemment, on va y aller progressivement et brique par brique, on va dire, pour proposer un peu des bases solides. Et donc, en fait, on peut commencer dès la petite enfance, ne serait-ce que par nommer les parties génitales par leur vrai nom, plutôt que d'utiliser des surnoms. Ça peut être aussi du coup d'initier au consentement sur ces notions de bisous, câlins à l'autre, etc. Sur les notions d'intimité aussi pour faire comprendre aux enfants qui en plus peuvent prendre plaisir à se balader tout nu, par exemple, ces questions d'intimité, quelles sont les parties intimes du corps, mais aussi les lieux intimes à la maison ou en dehors. Donc c'est toutes ces questions-là, en fait, qu'on va pouvoir aborder et puis aussi les questions d'adultes de confiance. Donc voilà, à qui parler quand on a, des choses à relater pour justement construire une relation de confiance et que les problèmes qui se passent dans la cour de récré, parfois, pas sous les yeux des adultes, puissent aussi être révélés et cetera. Donc finalement, il y a pas mal de sujets qu'on peut déjà aborder, tout petit. C'est d'ailleurs pour ça que, je le voyais dans le chat que, les séances d'éducation à la vie affective et sexuelle sont censées commencer, dès le primaire, à raison de 3 fois par an, effectivement, pour aussi aborder tout ce socle de compétences, psychosociales finalement. Mmh. Et c'est un sujet qui est difficile à aborder, pour les jeunes déjà. Ils n'osent pas forcément se confier ou en parler, il y a une notion de gêne, mais aussi beaucoup chez les adultes. On remarque, voilà que, qui c'est difficile de lancer la conversation, voilà, de but en blanc alors qu'il y a pas de perche, ce genre de choses. Donc comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Est-ce qu'il vaut mieux dans ce cas, attendre qu'il s'adresse à nous ou prendre les devants et se dire bon voilà, en commençant dès le plus jeune âge, mais à l'adolescence, entrer un peu les pieds dans le plat. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Comment est-ce qu'on s'y prend? Il y a un peu les 2. Déjà, c'est sûr que s'il y a des questions, il faut y répondre. Ça, c'est clair, parce que sinon, en fait, tant qu'ils n'auront pas de réponse, ils iront chercher ailleurs. Et donc, la crainte, c'est d'aller chercher sur internet et de tomber sur des contenus justement inadaptés. Donc, peut-être qu'on est pris de court sur le moment ou qu'on ne sait pas du tout quoi répondre ou qu'on est très mal à l'aise. Dans ce cas, c'est pas grave. On peut tout à fait différer la conversation, la remettre à plus tard ou le temps de trouver un support, un livre ou autre chose pour en parler. Mais voilà, l'important, c'est quand même de répondre aux questions s'il y en a. Après, c'est vrai qu'il y a des enfants qui posent pas du tout de questions ou des ados qui n'osent pas du tout en parler. Donc là, on a quand même aussi un devoir en tant qu'adulte
de donner un peu les outils, les clés, comme pour tout le reste des apprentissages finalement. Donc ça peut être, selon si on est à l'aise ou pas, ça peut être de laisser des livres traîner, ça peut être de profiter d'un film qu'on a vu, d'une série qu'on a vue, d'un truc qu'on a entendu dans l'actualité pour essayer de rebondir dessus. Parce qu'en fait, il y a plein de situations du quotidien qui se prêtent à ces échanges-là. Parce que le thème du corps, du consentement, de la sexualité est central finalement dans toutes nos relations. Et donc, il y a plein de supports dont on peut se saisir au quotidien. Mais c'est vrai que je le vois quand je vais en classe et tout ça, que parfois il y a énormément de gêne, parfois pas du tout, c'est très aléatoire. Et parfois, ça dépend des sujets qui sont abordés. Donc, moi, je les rassure toujours en disant que voilà, c'est normal qu'on ait un peu des rires nerveux ou que voilà, qu'il y ait un petit peu de gêne pendant ces séances, etc., parce qu'on n'a pas l'habitude, mais que ça reste néanmoins nécessaire, important et que ça fait partie justement des apprentissages de la citoyenneté, etc., quoi. Donc, voilà. Oui, justement, lorsque tu interviens auprès des jeunes, les questions qui reviennent le plus souvent, en fait, quelles sont? Puisque c'est vrai que forcément, quand on n'en discute pas avec eux, on ne sait pas toujours quoi aborder, qu'est-ce qui se pose comme question. Mais toi qui as l'habitude de rencontrer régulièrement des classes, des jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent savoir, en fait? Les questions qui reviennent le plus, c'est souvent est-ce que la taille du pénis, ça compte ou quelle est la taille normale ou moyenne? Ils ont beaucoup besoin d'être rassurés, en fait, surtout ou genre est-ce que c'est normal de se masturber plusieurs fois par jour? Est-ce que je vais avoir des problèmes de santé si je me masturbe, par exemple? Est-ce qu'on peut faire l'amour pendant ses règles? Est-ce que ça fait mal la première fois? Ce genre de choses. Plein de questions aussi en lien avec la reproduction, la grossesse. Donc, on voit que ça demande énormément de répétition, ce genre d'apprentissage, parce que parfois, j'ai même des quatrièmes, des troisièmes qui me demandent est-ce que le bébé sort par les fesses, par exemple, ou est-ce que si on avale du sperme, il y a un risque de tomber enceinte, ce genre de choses. Donc, on voit qu'il y a des choses à reclarifier. D'autres questions sur la virginité aussi, par exemple, est-ce que de mettre un tampon, ça dévierge, etc., etc. Donc, en fait, on voit que de leurs questions, c'est énormément de déconstruction derrière à faire parce que souvent, c'est une vision qui est assez hétéronormée, qui est assez axée sur la pénétration, avec une banalisation de la douleur, etc., que ce soit pour les règles ou les rapports sexuels. Donc on voit qu'il y a vraiment plein de choses à reprendre. Et après, je trouve que la porte d'entrée pour avoir le maximum de questions, c'est toujours de partir du corps. Parce que quand on reprend voilà, le fonctionnement de la vulve, du pénis, et des organes internes, etc., en fait, de là découle énormément de questions et, et qui vont, oui, parler de tout, à la fois des contraceptions, de la pornographie, de l'orientation sexuelle, etc., etc. Donc, je trouve que de partir du corps, ça permet de libérer un peu la parole parce qu'on part de quelque chose qu'ils connaissent pour ensuite aller vers autre chose, quoi. Ouais. Et justement aussi un peu, il y a pas mal de préjugés, de fausses informations qui circulent. Bah, c'est normal parce qu'ils sont jeunes et puis qu'il y a plein de sources d'informations contradictoires. Mais est-ce que tu trouves, toi, que ça évolue par rapport à toi, ton expérience plus jeune? Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui, par rapport aux stéréotypes, alors là, je parle plus le point de vue des autres, les uns et les autres ensemble, est-ce qu'ils sont un peu plus ouverts? Aujourd'hui, je pense notamment à la sexualité, bisexualité, enfin à la différence. Est-ce qu'il y a vraiment un changement des mentalités? Tu le ressens? Je pense que j'ai pas assez de recul parce que ça fait 2 ans que je fais ça, mais en tout cas, le sujet du consentement, il est présent tout le temps. C'est un mot qu'ils connaissent à fond. Donc déjà, ça fait plaisir. Et l'orientation sexuelle aussi, c'est pas du tout un problème de parler de ça, même d'identité de genre, etc. Donc on a ces discussions-là dans tous les groupes. Donc là-dessus, oui, je pense qu'il y a clairement un effet générationnel et une ouverture que moi, il n'y avait pas, par exemple, à mon époque. Donc là-dessus, oui, quand même. Après, je trouve qu'il y a toujours un décalage entre les discours et les pratiques. C'est-à-dire que dans les faits, dans la théorie, ils connaissent le mot consentement, etc.
En pratique, on sait très bien qu'il y a des problématiques dans la cour ou qu'il y a énormément de violence entre les mineurs, etc. Donc, mais ça n'empêche que c'est nécessaire évidemment de reparler de ça, et d'où la répétition pour vraiment ancrer, et puis aussi d'accompagner ça de mise en situation, de petits cas pratiques et tout ça, pour se rendre compte, parce que comme on le disait tout à l'heure, le consentement par exemple, c'est une notion qui est quand même où il y a plein de nuances, on va dire. Et donc, c'est important de pouvoir faire un peu des mises en situation par rapport à ça, quoi. Mmh. Ouais, et quand tu parles de répétition, il y a à la fois le rôle des parents, donc il y a déjà beaucoup de parents là qui sont là avec nous, mais je sais aussi qu'il y a des enseignants. Quel est un peu le rôle, en tant qu'enseignant, qu'infirmière scolaire ou psychologue de l'éducation nationale? D'après toi, quel est le rôle qu'ils doivent tenir, et quel discours par rapport aux jeunes? Bah, en fait, c'est toute la communauté éducative, on va dire, a un rôle sur l'apprentissage de l'éducation à la sexualité, parce que c'est tellement voilà, central, encore une fois, que on a toutes et tous un rôle. Après, on n'est pas forcément à l'aise, ou on n'a pas forcément la bonne relation. C'est-à-dire que parfois, je trouve que pour des profs qui sont en contact quotidiennement avec des collégiens et collégiennes, c'est pas évident de rentrer dans une relation où on va se confier sur ce genre de choses, parce que les profs peuvent savoir qui sort avec qui, etc. Et du coup, c'est pas toujours évident d'aller en parler à quelqu'un qu'on connaît. Mais du coup, voilà, faire intervenir une personne externe, souvent, moi, je leur dis vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas, on ne se reverra jamais, donc profitez-en pour poser vos questions, etc., pour justement le libérer. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que si on n'arrive pas à le faire en interne, que ce soit à la maison ou dans l'établissement, bah, c'est quand même d'avoir le devoir de leur proposer quelque chose qui peut du coup venir de l'extérieur, par exemple, ou un film, ou je ne sais pas moi, des ressources, encore une fois, des supports, etc. Ne pas rien proposer parce que du coup, ça viendrait alimenter le tabou, quoi, le fait qu'il y ait rien. Ouais. Et tu penses qu'on pourrait, que les enseignants, pourraient en parler en fonction des matières et pas que en SVT, qu'il y a des moyens d'en aborder? Je sais pas si tu as des exemples peut-être pour guider un peu, les personnes qui nous suivent, Bah, déjà, il y a de plus en plus d'établissements où il y a des clubs égalité ou des commissions égalité, etc., qui sont menés par les élèves. Moi, il y a plein de fois où j'interviens sur la demande des élèves. Donc, déjà, c'est chouette, il y a une prise en main du sujet. Et effectivement, il y a plein d'équipes qui mettent en place comment dire, des savoirs un peu transversaux, et qui, par exemple, ne vont pas aborder le sujet que en SVT. Donc, parfois, il y a des expositions dans la cour, par exemple. Je sais que dernièrement, dans mon département, en tout cas à l'Ille-et-Vilaine, il y a eu une distribution Enfin, il y a eu une mise en place de distributeurs de protection menstruelle dans les collèges. Et ça s'est accompagné de plein de séances, parce que du coup, c'était le prétexte pour aborder plein de sujets. Donc voilà, avec des expos, des projections, etc. Donc voilà, encore une fois, c'est se saisir de l'opportunité. Mais oui, il y a plein de choses transversales qui sont mises en place. Tout dépend de comment les équipes se sentent à l'aise et équipées sur le sujet, quoi. ouais. Et sinon, du coup, pour revenir un petit peu donc, aux enfants, à comment leur parler, comment faire si en fait on comprend, soit on surprend, ou alors, voilà, on comprend que son enfant regarde du porno, qu'importe l'âge, ou même, pour un prof, un élève ou enfin voilà, un enfant de son entourage. Quelle est un peu la réaction à avoir? Parce que parfois, voilà, on peut se dire, se faire des remarques: «Mais comment il connaît ça?» et cetera. Comment est-ce qu'on peut aborder ce sujet? Parce que le porno, c'est vrai qu'ils sont exposés très jeunes, que ça véhicule des images souvent assez fausses, parfois violentes. Qu'est-ce qu'on peut leur dire quand on comprend qu'ils ont déjà, été, visionner ce genre d'images? Bah, l'idéal, ce serait de prévenir en amont, puisque à partir du moment où on laisse en accès libre des écrans, que ce soit smartphone, ordinateur, tablette, etc., et qu'il y a une connexion Internet et qu'il n'y a pas forcément de, euh, de barrière, je trouve pas le terme, mais enfin voilà, d'empêchement pour aller sur ces sites-là. Bon, après, les jeunes savent aussi très bien faire sauter ce genre de choses.
Mais néanmoins, c'est à partir du moment où on met ces écrans à disposition, ça doit pouvoir s'accompagner d'une discussion et dire, bah, écoute, ça arrive que parfois il y ait des images un peu pop-up qui arrivent où on voit des personnes adultes nues en train de se toucher les parties génitales ou qui ont des comportements qui peuvent paraître violents, etc. Dans tous les cas, ce n'est pas de ta faute. Tu as le droit de venir me voir, de venir m'en parler, etc. Parce que ce n'est pas du contenu adapté pour toi. Donc moi, je mets un écran à disposition, mais c'est donnant-donnant aussi la relation de confiance, quoi. Donc voilà, en échange, si jamais l'enfant voit quelque chose qui est inadapté, ils doivent pouvoir venir en parler sans craindre de se faire retirer l'écran, par exemple, ou ce genre de choses. Ça doit pouvoir s'accompagner d'une discussion. Après, c'est compliqué, effectivement, une fois que l'enfant a déjà eu accès au porno et qu'on imagine qu'il y a une pratique régulière, mais que l'enfant ne le dit pas, là, c'est beaucoup plus compliqué de le déceler et puis d'avoir une discussion. Mais néanmoins, il faudrait pouvoir effectivement tendre la perche aux jeunes et dire j'ai cru comprendre dans ta façon de parler ou j'ai surpris une discussion ou je ne sais pas quelle peut être la situation, mais que tu avais déjà vu des images pornographiques, etc. J'aimerais qu'on en discute. Et puis aussi, rappeler que les contenus pornographiques ils sont bien interdits aux moins de 18 ans. Et la question, c'est pas tellement de est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal, etc. Mais c'est pourquoi c'est interdit aux moins de 18 ans. Pourquoi, en fait? Parce que ça a quels effets sur les cerveaux, sur la construction de soi, sur les représentations, etc. Et c'est ça qui va être intéressant de questionner avec les jeunes parce que souvent, ils sont au courant que c'est interdit, ils sont au courant que ça peut avoir des effets, mais ils vont se dire non mais c'est bon, je sais que c'est faux, mais je gère quoi. Mais en fait, plus c'est régulier et plus ça met quand même des idées dans la tête. On pense qu'il faut reproduire certains schémas, etc. quoi. Donc parler aussi de la maturité du cerveau, voilà, jusqu'à quel âge le cerveau est encore en construction. Et donc plus on met ce genre d'idées dedans, et plus il va se construire avec ça en fait. Tout comme les stupéfiants, etc. Ouais et puis, du coup, il y a cette question du porno qui est importante, mais avec les écrans, il y a aussi, ce qui se développe, de plus en plus, voilà, c'est inhérent, c'est les photos, nude, enfin les photos nues qu'on s'envoie, les vidéos. Là-dessus, quelle est un peu ta position? Qu'est-ce que quand tu es en intervention, je sais pas, est-ce que tu abordes le sujet et qu'est-ce que tu dis, en fait, quand on demande à en recevoir ou quand on veut en envoyer? Quelles sont un peu les précautions? Comment les faire de la prévention là-dessus et que dire? Bah, en fait, souvent, les jeunes ont déjà toutes les réponses. Il y aura toujours du débat autour de ces sujets-là et donc les principaux arguments vont ressortir. C'est-à-dire que déjà, il y a une notion de consentement dans le fait d'envoyer ou de recevoir des photos. C'est interdit, par contre, d'envoyer une photo intime à quelqu'un qui n'a rien demandé, par exemple. Donc, rappeler ce cadre-là. Rappeler aussi le cadre de la relation de confiance et du fait que c'est aussi interdit de montrer à des copains ou bien sûr de diffuser, de relayer, etc., etc. En fait, ils sont déjà assez au fait de tout ça, mais c'est vrai qu'il y a des situations dans tous les établissements par rapport à ça, quoi. Parce qu'il y a aussi des filtres qui, par exemple, permettent de prendre une photo d'une personne et de garder juste son visage et de mettre un corps nu ou ce genre de choses. Donc là, on pense que c'est une blague et puis on diffuse ça à tout le monde. Le but, ça va être de questionner quel impact ça aura sur la personne qui aura été prise en photo, même si c'est pas son vrai corps, etc. Donc voilà. C'est vrai que c'est des sujets très touchy, quoi, entre guillemets, parce que ça se passe en off. C'est vraiment le monde des réseaux entre ados, quoi. Nous, on entend des bribes. Mais j'imagine que les CPE, tout ça, la vie scolaire et tout, sont beaucoup plus, au fait de ce qui se passe, sur les réseaux et tout ça. Ouais et pour continuer vraiment sur, bah, la sexualité et les pratiques, il y a un peu un grand mythe, qui effraie tous les ados comme tu nous racontais tout à l'heure, parmi les questions qui reviennent, c'est la première fois et ce qui est intéressant, c'est que tu expliques, toi, qu'il y a pas une première fois, mais des premières fois et je veux bien que tu développes là-dessus parce que c'est assez intéressant comme point de vue et c'est bien de le remettre en contexte.
Ouais, bah souvent, en fait, ce qu'on entend par première fois, finalement, c'est la première pénétration et notamment entre un pénis et un vagin. Donc, c'est cette vision, encore une fois, assez hétéro et axée sur la pénétration. Et du coup, on considère que tout ce qui est sexe oral ou digital bah, ne compte pas ou alors relève des préliminaires. Donc, ça, c'est aussi un autre terme à déconstruire, quoi, parce que du coup, ça veut dire que c'est pas un vrai rapport sexuel. Et donc, en l'occurrence, derrière, on va me poser la question, mais comment les personnes homosexuelles font pour faire l'amour? Ça veut dire que s'il n'y a pas une pénétration, par exemple pénis-vagin, on considère qu'il n'y a pas un vrai rapport sexuel, quoi. Donc ça, c'est hyper intéressant de déconstruire ça avec les jeunes. Et donc moi, ce que je dis, c'est que du coup, il y a différentes façons de faire l'amour, que ce soit par exemple entre la bouche de quelqu'un et le sexe de quelqu'un, entre les mains de quelqu'un et le sexe de l'autre, ou encore entre les deux sexes, avec ou sans pénétration, ça peut être aussi des frottements, etc. Et qu'à partir de là, peu importe l'orientation, à partir du moment où les deux personnes sont d'accord, c'est déjà un rapport sexuel en soi, c'est déjà faire l'amour et donc ça nécessite bah voilà, du consentement, du respect, de l'écoute, etc. C'est pas juste un entraînement, quoi, les préliminaires et tout ça, c'est un vrai rapport sexuel. Mmh. Tu leur poses ça comme question, lors de tes interventions avec des collégiens? Est-ce que ça revient le sujet? Est-ce que globalement, ils ont déjà eu, des relations sexuelles ou la plupart te disent plutôt que non? C'est quoi un peu la tendance, que tu Bah, remarques? moi, je vais pas rentrer dans leur intimité. Après, de par leurs questions, on peut se douter un petit peu. Mais en général, je mets le cadre qu'on ne parle pas de sa propre pratique Mmh. personnelle devant les autres, etc. Donc, je peux pas avoir la tendance, mais pour autant, ils ont beaucoup besoin de savoir c'est quoi l'âge pour avoir Mmh. des relations sexuelles, etc. Donc, encore une fois, besoin de se rassurer ou de se mettre un point de repère. Donc, bien sûr, on dit que voilà, chaque personne va à son rythme, etc. Mais ils ont quand même besoin de savoir un peu les points de repère. Et donc, en France, c'est toujours 17 ans, 17 ans et demi. Mais encore une fois, c'est plutôt, enfin, quand on dit que la première fois, elle est autour de 17 ans, c'est plutôt la première pénétration, en fait, si on voulait être plus juste. Mmh. Mais c'est vrai que oui, les ados, c'est toujours ça de vouloir sortir de la norme, mais vouloir aussi complètement rentrer dans la norme et c'est vrai que dans tous nos ouvrages, sans tabou, c'est toujours ça qui revient, c'est se démarquer, mais toujours avoir besoin de connaître, quelle est la moyenne et comment se placer dans le groupe, quoi. Mmh. Et sur un autre, sujet, tu parles aussi dans le livre, des violences. Tu consacres le dernier chapitre, et là-dessus, sur la prévention des violences, comment en tant qu'adulte, on peut faire pour un peu détecter, faire de la prévention, mais surtout aussi repérer et savoir quoi dire quand on remarque, qu'un enfant de son entourage est victime, de violences ou en tout cas a l'air, de l'être? Bah, en fait, si déjà l'enfant rapporte des violences, ça va être hyper important d'être à l'écoute de cette parole et de réagir. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de propos, enfin de perches qui sont tendues par les enfants, par exemple, et où personne réagit derrière. Donc ça vient renforcer le fait qu'il ne faut pas en parler ou que c'est censé être normal, etc. Donc ça, c'est important qu'il y ait vraiment une réaction, une action de mise en place, une décision, etc. Moi, j'ai plein de parents qui me disent, je sais pas, il y a un élève qui met sa main dans la culotte de ma fille à l'école. Il l'a fait 5-6 fois. Il n'y a jamais eu de sanction ou même d'échange avec les parents, etc. C'est pas possible, quoi, ça, par exemple. Donc là, il y a quand même un enfant qui parle et on ne l'écoute pas et on ne l'écoute pas plusieurs fois, quoi. Mmh. Donc voilà. Après, c'est pas facile, effectivement, de donner ces espaces de parole aux jeunes. Mais moi, parfois, ça ressort en séance. Encore une fois, de par la nature des questions, on peut présumer des faits de violence ou alors carrément, parfois, dans des questions anonymes, notamment où il y a une boîte à questions et les jeunes mettent dedans leurs questions. Parfois, ça ressort, voilà, est-ce que c'est normal que mon papa vienne dans mon lit le soir, etc. Donc, ce qui veut dire que, encore une fois, de donner ces espaces de parole
dans tous les établissements. C'est absolument nécessaire à la fois pour faire de la prévention, mais à la fois de la détection pour les élèves qui sont déjà dans des situations de violence, quoi. Mmh. Et puis derrière, du coup, rappeler le cadre voilà, de l'inceste, des violences sexuelles, etc. Ils connaissent le mot viol, par exemple. Inceste, pas trop. Agression sexuelle, pas trop non plus. Ouais, donc c'est des notions importantes, à leur expliquer et c'est vrai que ça, on peut le retrouver dans le livre ainsi que de nombreuses ressources, en fait, pour savoir à qui s'adresser, en cas de problème. Donc ça, c'est vrai qu'il est plutôt bien pour ça aussi quand on même en tant qu'adulte, on le sait pas forcément, de pouvoir mettre le livre entre les mains des jeunes ados pour qu'ils aient des références, solides si jamais ils ont des soucis, ils savent à qui, s'adresser. On a, une question de Gwenaëlle qui nous demande: «À quel âge on donne les mots viol, inceste?» C'est vrai qu'à partir de quel âge on peut commencer à parler de ça? Bah, en fait, dans l'enfance, on va dire, on peut nommer quelles sont les parties intimes du corps. Donc officiellement, enfin d'un point de vue légal, on va dire qu'il y en a 5. Donc, la bouche, la poitrine, les fesses, le sexe et le haut des cuisses ou l'entrejambe, j'en ai oublié. Les fesses aussi peut-être, que j'ai pas dit. Donc ça, c'est des choses que l'on peut déjà dire et on va dire, voilà, c'est interdit de toucher ces parties-là, que ce soit chez toi ou chez quelqu'un d'autre. Et si, par exemple, un adulte doit toucher ces parties-là, ce sont tes parents ou le médecin, mais avec l'accord des parents et cetera, pour dire que personne d'autre, pas même les frères et sœurs, cousins, cousines et cetera, peuvent parler, enfin, toucher ces parties-là. Et après, les notions de viol et d'inceste, effectivement, je dirais que ça vient quand même plus tard, mais parce qu'ils en entendent parler de toute façon, notamment du viol. Donc au collège, on peut déjà nommer ça et ça me paraît important de toute façon de le nommer parce que de rappeler toujours le cadre légal, etc., c'est important de connaître en fait la loi, ses droits, etc., et puis de pouvoir mettre en mots ce qui se passe éventuellement, quoi. Mmh. Mais dans l'enfance, c'est vrai qu'on va plutôt détourner, quoi. Ouais. Alors, on a un message de Marine que je vais te lire pour tout le monde. Donc, bonjour, je suis CPE en collège et je vais reprendre en septembre le pilotage des heures d'éducation à la sexualité. Je fais également ce constat que c'est une génération qui maîtrise les notions, consentement, orientation sexuelle, mais qui n'arrive pas à le mettre en pratique dans leur vie de tous les jours. Lors des séances, ils n'ont pas de problème à nous définir le consentement, mais presque toutes les semaines, je dois gérer des affaires de nudes divulgués, d'agressions sexuelles, etc. En plus de la répétition et de ces mini-cas pratiques, auriez-vous d'autres pistes pour les accompagner à faire ce lien entre la théorie et la pratique, entre ce qu'on voit lors de ces 3 heures annuelles et leur pratique quotidienne? Bah, franchement, à part la répétition, en fait, c'est ce qui est dommage, c'est qu'il faut presque attendre le collège pour parler de ça et donc il y a vraiment quelque chose à faire au niveau de la maternelle et du primaire pour, justement bien mettre en pratique cette notion de consentement parce que donc le consentement général va découler ensuite sur le consentement sexuel. Mais oui, ça va être, beaucoup, beaucoup de répétitions et déjà c'est bien que, ce soit repris à chaque fois du coup, et puis ça peut être, en plus des 3 heures, parce que c'est quand même rien, 3 heures, ça fait 36 heures dans toute une scolarité, c'est vraiment rien. Donc ça peut être des ciné-débats, voilà, des projections, ça peut être des expositions, il y en a plein qui peuvent être louées, etc. Ça peut être de faire des semaines un peu banalisées. Je sais qu'il y a des établissements qui proposent ce genre de temps fort pour aborder toutes les questions de citoyenneté, pas que l'éducation à la sexualité, mais plein d'autres choses, sur le lien aux autres, etc. Et c'est vrai qu'au collège, globalement, il y a vraiment, on fait autant du savoir scolaire que du savoir-être, en fait. Donc, euh, donc il y a vraiment, enfin, à mon sens, besoin voilà, de travailler ces compétences psychosociales au collège. Mais bon, on sait que c'est pas toujours facile de se dégager du temps, des moyens, etc. Ouais.
Ah, il y a Ludivine Artus, d'ailleurs qu'on salue, qui est aussi autrice, donc l'autrice de Avoir confiance en moi, toujours chez Magenta Édition, collection Sans Tabou, et qui nous suit ce soir, et qui donc intervient en disant qu'il existe des interventions de théâtre forum avec les collégiens et lycéens sur ces sujets-là, permettant de jouer des scènes et de les mettre en situation de débat. Donc typiquement, ça peut être effectivement une solution pour voilà, essayer de traiter le sujet différemment. Oui, carrément. Le théâtre forum, ça fonctionne super bien. Je sais qu'il y a des assistantes sociales quand les établissements sont munis, on va dire, qui peuvent aussi gérer cette partie-là. Donc, ouais, c'est chouette. On a une question de Gwenaël aussi qui nous demande que faire lorsque des collégiennes expliquent qu'elles ont des multiples partenaires en mode consommation. Bah alors là, c'est pas facile comme question. Ce serait de questionner, voilà, c'est quoi leur vision de l'amour, de la sexualité, etc. Parce que je pense qu'il faut vraiment éviter de tomber dans le jugement et d'essayer de, voilà, qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce que c'est l'envie de faire comme tout le monde? Est-ce que c'est se vanter un peu de ses relations sexuelles, etc. Ou est-ce que c'est vraiment voilà, le désir, le fait de ne pas forcément être dans une relation de couple, etc. Parce qu'il y a aussi tous ces questionnements-là à l'échelle de la société, quoi. Donc, ça peut être, voilà, de savoir quelle est la recherche derrière, quoi. Et puis toujours de ramener sur la, la protection aussi, enfin voilà, donc le consentement, la contraception, les IST, etc. Oui, il y a ça aussi, je rebondis un peu sur la contraception. C'est vrai qu'on a tendance à que parler du préservatif et de la pilule, mais il en existe d'autres qu'on peut conseiller aux jeunes. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Peut-être que tu peux nous refaire un petit tour des différentes contraceptions qui existent et qu'on peut conseiller aux plus jeunes. Bah oui, les plus connus, c'est les préservatifs internes, externes, la pilule, qui est également gratuite. Après, beaucoup connaissent le stérilet, mais c'est vrai que c'est pas, on va dire, c'est pas la contraception la plus plébiscitée chez les jeunes. Il y a tout ce qui est implant, patch, etc. Il y en a plein, des petites capes à mettre dans le fond du vagin, spermicides, etc., etc. Donc, je sais qu'il y a je vais vous le mettre dans le chat, il y a un super outil qui s'appelle Corpo Real qui propose en fait une boîte avec toutes les contraceptions, mais en mode plastique, juste pour les montrer, mais en taille réelle, quoi. Donc, la taille réelle du stérilet, de l'implant, etc. Ce qui permet d'avoir tous les supports à montrer, à manipuler aux jeunes, et donc avec toutes les infos sur chaque type de contraception. Et c'est super bien fait et très inclusif. Et voilà, ça permet aussi de pouvoir montrer, voilà, concrètement ce que c'est qu'un stérilet, où ça se met, la taille de l'implant, etc., la taille d'un préservatif et tout ça. Et je rebondis parce que tu parles du stérilet, mais tu disais dans le livre que certains ados croient que stérilet, ça veut dire qu'on devient stérile à vie, en fait. Ouais, c'est vrai. Donc, le terme officiel, on va dire, c'est dispositif intra-utérin, donc DIU, mais ça, c'est pas connu des jeunes. Donc oui, le mot stérilet est beaucoup plus connu, mais c'est vrai que ça nécessite de repréciser que c'est pas, que ça rend pas stérile, ou alors que c'est pas que pour les personnes qui ont déjà eu des enfants, etc. Et sur un tout autre sujet, pour en revenir un petit peu justement à toutes les questions de sexe, genre et identité, parfois c'est difficile à définir, même pour les adultes dans le débat public, on en entend beaucoup parler. C'est quoi la différence en fait entre les trois et surtout entre le genre et l'identité? Quelle est la bonne définition et comment l'expliquer aux jeunes? Bah, donc le sexe, ça va vraiment être la partie anatomique, biologique, etc. Donc ça comprend plein de choses. Ça comprend les chromosomes, les taux hormonaux, les organes sexuels internes, externes, les caractères sexuels qui se développent à partir de la puberté, etc., etc. Les hormones aussi, je l'ai déjà dit. Donc en fait, c'est un vaste package, on va dire, et on a tendance
à avoir une approche assez binaire du sexe, mais en réalité, il existe plus de 45 variations sexuelles, on va dire, qui sont tout à fait naturelles, mais que l'on a tendance voilà, à regrouper entre vulve et pénis. Donc ça, c'est vraiment la partie sexe. Et après, la partie genre, pour moi, c'est un concept sociologique, en fait, qui permet de comprendre ce que c'est que la construction sociale du féminin et du masculin. Donc, en tant que construction sociale, on dit que voilà, le fait d'être homme, femme ou de catégoriser les choses en féminin et masculin, c'est de l'ordre de la culture, relatif aussi à une certaine époque dans laquelle on vit, etc. Donc ça, c'est vraiment comprendre comment on nous éduque en fait en tant que femme ou en tant qu'homme aujourd'hui dans notre société et quel impact ça va avoir sur nos centres d'intérêt, sur notre manière de nous comporter, sur notre manière de paraître, parce que forcément, la première chose, ça va être l'apparence physique et vestimentaire. Et puis, l'identité de genre, ça va vraiment être comment est-ce qu'on se sent vraiment à l'intérieur de nous, est-ce qu'on se sent homme, femme, etc., non-binaire, peu importe en fait ce qui a été assigné à la naissance et peu importe les attentes que la société ou que notre environnement a pu projeter sur nous. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit genre aussi pour parler d'identité de genre, pardon, ce qui fait que parfois, il y a de la confusion, etc. Donc, voilà. Moi, j'emploie le terme genre dans le sens sociologique pour justement déconstruire les rapports sociaux entre les sexes, etc. Et pour toi, quelle est un peu la bonne réaction à avoir justement quand des jeunes s'interrogent et se disent bah voilà, je déclarent dans leur entourage, donc à la famille, mais parfois même devant les camarades, font leur coming out en quelque sorte et pas forcément que homosexuels. Quelle est un peu la bonne réaction à avoir? Est-ce qu'il faut faire comme si de rien n'était ou est-ce que l'idéal c'est d'en parler? Qu'est-ce que tu conseillerais si on se retrouve dans cette situation? Un peu la bonne Ouais, marche c'est à suivre. de prendre les jeunes au sérieux, ça c'est sûr, de pas nier, mais c'est comme pour tout, de pas nier leur chagrin d'amour ou voilà, leur questionnement sur l'identité ou l'orientation. C'est normal en fait de se poser ces questions-là. Il y en a qui le savent profondément et il y en a qui sont plus en questionnement, etc. Donc je pense que c'est hyper important déjà de le prendre au sérieux et puis en amont, si on veut favoriser en fait cette exploration, on va dire, ça va être déjà de proposer dès l'enfance des supports ou une ouverture qui montre qui donne accès ou qui rend visible cette diversité en fait, que ce soit la diversité des identités de genre, des morphologies, des relations amoureuses, etc., etc., pour justement montrer que c'est OK et que si un jour la personne souhaite faire son coming out, chose qui devrait plus avoir à le faire, quoi, mais on sait que c'est une étape importante encore aujourd'hui. Donc voilà, pour essayer de faciliter ça. Mais en tout cas, c'est important de ne pas le nier ou de ne pas faire comme si ça allait être une passade. Oui, un petit peu sur un sujet similaire, tu expliques dans le livre la différence entre ce qui s'appelle orientation affective et orientation sexuelle. Peux-tu revenir un peu sur ces définitions pour nous? Ouais, on dit aussi orientation romantique. Donc, c'est pour distinguer un petit peu l'élan du cœur, on va dire, du désir sexuel qui parfois peut coïncider et parfois pas. Donc voilà. Ce qui permet encore une fois d'élargir plutôt les horizons et de montrer que voilà, il n'y a pas qu'une seule forme de relation qui est légitime, etc. Voilà, moi je suis à court pratiquement de toutes mes questions. On a fait déjà pas mal le tour. N'hésitez pas donc si vous avez des questions, il nous reste 10 minutes pour y répondre. Je vois qu'on a Gwenaëlle qui nous a conseillé un site sur vie affective et sexuelle qu'elle a fait en Polynésie. Donc, on a le lien pour ceux que ça intéresse. Et je ne sais pas si, Suzanne, tu l'as vu et si tu le connais déjà. Non, mais merci pour le partage. Mm. Peut-être, qu'est-ce qu'on peut aborder encore comme sujet? C'est assez vaste, puisque là, on a fait bien le tour quand même. Ouais. Euh,
Donc oui, dans le livre, vous pourrez vraiment retrouver toutes ces infos. Vous verrez, c'est très complet. Et pour les enfants, c'est vraiment ça aussi, de le rappeler. C'est important de leur donner, parce que c'est pas forcément facile d'en parler avec eux. Mais justement, on a créé cette collection et Suzanne a écrit son livre, pour qu'on puisse en fait juste leur donner la chance. Et on peut juste le poser dans une bibliothèque, dans un coin. Ils n'oseront peut-être pas le lire devant soi. Mais au final, ça leur servira à un moment ou à un autre, ce sera mis de côté. Et quand ils se poseront des questions, ils pourront aussi aller le voir et trouver des réponses et des informations fiables. C'est aussi ça l'important. On a eu des nouvelles questions dans le chat. Quelqu'un qui voudrait savoir si tu parles de contraception masculine en termes d'équité En tout cas, je vais parler du fait que de la fertilité, quoi, qui est plutôt de 2-3 jours par mois pour les personnes ayant un utérus et de 365 jours par an pour les personnes qui ont des testicules, etc. Et de là, on peut en parler, mais le truc, c'est que tout n'est pas encore validé par la Haute Autorité de santé. Donc, c'est encore considéré comme, par exemple, si on pense au slip chauffant ou à l'androswitch, c'est encore considéré comme des expérimentations. Donc voilà. Mais je trouve ça chouette, ouais, d'en parler, ne serait-ce que pour planter la petite graine, voir comment ça réagit, voilà, se questionner sur la charge contraceptive, etc. Mais c'est vrai que c'est pas le sujet qui les intéresse le plus, la contraception. Oui, j'imagine surtout les garçons, ça doit un petit peu, enfin, de ton Bah, ressenti en d'expérience. fait, ils posent beaucoup de questions, voilà, sur les rapports sexuels, etc. Et puis, je pense ils connaissent donc le b.a.-ba du préservatif et de la pilule, et puis ça s'arrête là. Et puis, ils sont quand même relativement jeunes aussi, donc collégiens, quoi, donc moins de 15 ans. Et du coup, peut-être que ces questions-là viennent plus au lycée. Et c'est vrai que j'ai peu l'occasion d'intervenir au lycée sur ces questions-là. On a une question de Maureen qui demande comment ces interventions sont accueillies par les parents. C'est vrai ça. Quand tu vas. Bah, moi, je le sais pas toujours parce que du coup, je suis externe à l'établissement. Donc parfois, j'ai des retours comme quoi, oui, ça pose question. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, qu'il y a un élève qui n'a pas le droit de venir à la séance parce que les parents n'avaient pas voulu, mais ça m'est arrivé une fois. Ou alors que des enfants, en fait, ou des ados relatent la séance un peu à leur sauce et que du coup, ça effraie les parents et du coup, ils reviennent vers l'établissement, etc. Mais franchement, c'est resté assez. Enfin, ça reste des anecdotes. Enfin, ça reste anecdotique, voilà, plutôt. Donc, mais peut-être que je ne sais pas tout, étant donné que moi, je suis externe à l'établissement, donc j'ai pas forcément de retour là-dessus après. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu deux courants, quoi. Il y a le courant des parents qui ont envie que ce soit abordé, etc., à l'école ou au collège ou au lycée. Et puis, il y a les parents qui sont un peu sur la réserve ou la défensive, etc., par rapport à ces sujets-là, quoi. Mais bon, ça, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça pour tous les sujets de société, quoi. Oui. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, on va conclure. Enfin, donc, je vais vous rappeler les références du livre. Donc, si vous le voulez, pour offrir à vos ados ou le mettre dans votre CDI si vous êtes enseignant. Il peut aussi servir d'appui pour les psychologues. Souvent, on a des demandes aussi depuis sa sortie des psychologues qui sont intéressés parce que justement, ça fait aussi un médium pour aborder certains sujets. Donc voilà, donc le livre L'amour, la sexualité, on s'en parle. Donc dans la collection Sans tabou chez Magenta Éditions. Vous pouvez le retrouver donc dans toutes les librairies, à la fois que ce soit votre libraire de quartier ou même dans les grandes surfaces, la Fnac et bien sûr sur les librairies en ligne. Donc voilà. Suzanne, tu peux peut-être nous préciser aussi si jamais il y a des questions ou des demandes pour des interventions, comment est-ce qu'on peut te joindre? Ça peut être par mail, par téléphone ou sur Instagram. Donc mes coordonnées sont présentes sur mon site. Voilà.
Merci. Donc Ça peut voilà. être dans le 35 ou au-delà. Parfois, j'interviens. Enfin, majoritairement en Bretagne, mais parfois, ça peut être en dehors aussi. Ouais, d'accord. Eh bien, je vous remercie à tous. Merci d'avoir suivi et d'avoir participé à à ce webinaire donc sur la sexualité, comment en parler aux ados. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez suivre nos actualités, à vous abonner donc à Magenta Édition sur Facebook et sur Instagram. On est présent et ça vous permettra d'être aussi au courant des prochaines webinaires, puisqu'en fait, cet événement est le premier d'une série. Chaque mois, on vous proposera un webinaire avec l'un des auteurs de la collection Sans Tabou. Et donc, on se donne rendez-vous le mois prochain. Ce sera normalement le 17 mai. On vous enverra l'invitation par email pour une rencontre cette fois-ci liée au stress avec Gilles Paillet, l'auteur de Stop au stress, qui abordera donc les questions de stress pour les examens notamment, avec le bac, le brevet qui approche, mais pas que, parce qu'il y a plein de situations stressantes. Donc voilà. Suzanne, merci beaucoup. Merci à Mathilde Merci, aussi de m'avoir aidé à organiser ce webinaire. Et puis à très bientôt. Merci à tous. Au bonne revoir. soirée. Au revoir.